Alors l'imagerie, on a vu que c'était compliqué, mais pour les cardiologues, la biologie, c'est très compliqué aussi. Alors j'espère que vous allez nous éclairer. Alors on va essayer de faire très simple, d'autant plus qu'en fait ma présentation devrait déjà être terminée. Donc on va aller très vite. Donc déjà vous savez tous que l'amylose AL, c'est sous-jacent à cette amylose AL, il y a une gamma-pathie monoclonale avec une chaîne légère libre amyloïdogène. Et toutes les chaînes légères libres ne sont pas amyloïdogènes, évidemment. Dans 8 cas sur 10, ça sera une chaîne légère lambda, et elle sera accompagnée ou non de la production d'une immunoglobuline monoclonale entière. La prolifération cellulaire qui est sous-jacente, elle peut être maligne, un myélome ou une maladie de Waldenström, mais en fait, dans la plupart des cas, il s'agit d'une gammapathie encore au stade bénin, entre guillemets, qu'on appelle la gammapathie monoclonale de signification indéterminée. Donc un petit peu de structure. Les immunoglobulines sont constituées de 2 chaînes lourdes strictement identiques l'une à l'autre et de 2 chaînes légères strictement identiques l'une à l'autre. Il y a 5 types de chaînes lourdes, gamma, alpha, mu, delta, epsilon pour les IgG, A, M, D et E, et 2 types de chaînes légères, kappa ou lambda. Quand un plasmocyte fabrique sa petite immunoglobuline, il fait de la chaîne lourde, de la chaîne légère, il les relie entre elles, mais il fait toujours un peu plus de chaînes légères, et cet excès de chaîne légère, il va le sécréter avec l'immunoglobuline entière, et c'est ça qu'on appelle la chaîne légère libre, et on va pouvoir la doser dans le sérum. Donc je vous ai mis grosso modo les concentrations sériques des principaux types d'immunoglobulines. Vous voyez que DE, c'est très très minoritaire, donc c'est surtout GAM. Et il y a un ratio de 1000 entre le taux des IgG qui sont les plus abondantes, autour de 10 grammes par litre, et les chaînes légères libres, que ce soit kappa ou lambda, qui sont autour de 10 mg par litre. Donc pour faire un diagnostic de gammapathie monoclonale dans le contexte en particulier d'une recherche d'amylose, il va falloir se baser sur un maximum d'éléments. D'abord dans le sérum, pour détecter et identifier l'immunoglobuline monoclonale et sa chaîne légère, il y a 3 techniques complémentaires qu'on va voir qui permettent de faire le diagnostic dans à peu près 95% des cas. Donc un simple tube sec avec gel séparateur 5 ou 7 ml. Et dans 95% des cas, ça marche, mais dans l'amylose AL, il y a encore des cas pour lesquels ça ne marche pas. Donc au mieux, on va prélever également les urines de 24 heures pour rechercher la protéine de Ben-Jones. La protéine de Ben-Jones, c'est tout simplement la chaîne légère libre monoclonale quand elle est dans les urines. Et en même temps, on pourra se permettre de faire le typage de la protéine URI, qui, lorsqu'il y a une atteinte rénale associée, retrouve souvent une fuite glomérulaire. Donc d'abord l'électrophorèse et l'immunofixation. Alors une toute petite note sémantique, on ne dit plus immunoélectrophorèse parce que c'est une vieille technique, ça fait au moins 10 ans que les laboratoires ne l'emploient plus parce qu'elle est très très lourde à mettre en œuvre, elle n'est pas automatisable. Elle donnait des magnifiques arcs de précipitation, mais vous serez plus moderne, vous apparaîtrez plus jeune en parlant de votre biologiste d'immunofixation. Donc l'électrophorèse, voilà un tracé. Ça sépare les protéines du sérum en 6 fractions dans un champ électrique, donc l'albumine, alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2 et gamma-globuline. Le pic monoclonal, il est surtout dans cette zone que j'ai appelée zone à risque. La plupart du temps dans les gamma-globulines, et ça sera surtout les IgG. De temps en temps dans les bêta 1 ou les bêta 2, et ça sera des IgA ou parfois des IgM. Exceptionnellement, on peut trouver des composants monoclonaux en dehors de bêta et gamma, dans la fraction alpha, et ça sera d'ailleurs souvent des chaînes légères libres qui sont un peu taquines. Et il y a souvent une hypogamma-globulinémie qui est associée à la présence du pic. Donc, voilà, vous voyez ce que ça peut donner. Voilà. Et en dessous, voilà l'immunofixation. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je ne vous ferai pas offense, hein, vous allez trouver tout de suite la différence entre cette immunofixation normale et ici la présence d'une IgG kappa monoclonale, hein, puisqu'il y a une immunoprécipitation dans la zone des IgG et dans la zone kappa. Alors il peut arriver qu'on ait une hypogamma-globulinémie isolée, et ça, en particulier chez le sujet de plus de 50 ans, ça cache souvent une gammapathie à chaîne légère libre. C'est ce qu'on voit ici, cette hypogamma-globulinémie assez profonde. Et là, une toute petite bande de précipitation dans la piste kappa qu'on va compléter par une deuxième immunofixation qui nous prouvera que c'est une kappa libre. Donc l'immunofixation, ça veut dire, est plus sensible que l'électrophorèse, puisque là, il n'y avait pas de pic sur l'électrophorèse. Mais elle est moins sensible que le dosage des chaînes légères libres pour dépister les chaînes légères libres monoclonales qui, en général, sont à des taux assez faibles. Donc un peu de physiopathologie très très simple. Donc le cycle de vie des chaînes légères libres, elles sont produites en excès par tous les plasmocytes, c'est ce que je vous ai déjà dit. Hein, donc ils ont le robinet lambda, ils ont le robinet kappa, ça dépend lesquels.
et on produit en général 2 fois plus de kappa que de lambda. Ensuite, elles vont être éliminées par le rein, donc par une filtration glomérulaire parce qu'il s'agit de très petites protéines. Ensuite, elles vont être réabsorbées au niveau du tubule proximal et détruites. Donc leur demi-vie est relativement courte, de quelques heures, un tout petit peu plus longue pour les lambdas parce qu'elles ont tendance, c'est ce que je vous ai représenté là, à se dimériser. Donc au final, il n'y a quasiment pas de chaîne légère libre dans les urines. Physiologiquement, et quand on les détecte, c'est donc soit qu'il y a une lésion du tubule proximal, soit qu'il y a une surcharge, par exemple, du fait d'une gammapathie, soit les deux d'ailleurs, ça peut arriver. Donc la concentration résiduelle sérique, elle tourne autour de 10 à 20 mg par litre, avec un ratio kappa-lambda qui varie autour de 1, parce que je vous disais, on produit 2 fois plus de kappa que de lambda, mais en même temps, on élimine 2 fois moins les lambda que les kappa. Donc au final, on peut se retrouver avec un ratio en dessous de 1, jusqu'à 0,3 à peu près, ou au-dessus de 1, jusqu'à 1,6 à peu près, physiologiquement. Donc pour interpréter les chaînes légères libres, ça paraît très simple au départ, ça dépend du niveau de production, donc est-ce qu'il y a une gammapathie monoclonale qui fait monter un type ou l'autre, et du niveau d'élimination, donc de la fonction rénale. Alors concernant l'insuffisance rénale, ça c'est un vrai souci parce que l'insuffisance rénale est souvent présente dans l'amylose, eh bien elle implique en fait, de freiner l'élimination à la fois de kappa et de lambda. Donc le taux des 2 types de chaînes légères libres, kappa et lambda, augmente. Et le ratio, lui, il reste quasi normal. Ce n'est pas toujours tout à fait vrai. Mais c'est ce qu'on peut voir ici dans l'exemple. Donc voilà, le taux augmente de kappa, de lambda. Et on a par exemple ici 79, 63, un ratio 1,25 qui est normal. Dans la gammapathie monoclonale, en fait, c'est soit kappa, soit plus souvent lambda dans l'amylose qui va augmenter, donc un seul des 2 types augmente, et forcément, du coup, le ratio, il est distordu, il est déséquilibré dans le même sens. Autrement dit, si c'est les chaînes légères libres lambda qui ont augmenté, le ratio va diminuer. C'est le cas dans cet exemple. Alors voilà un exemple très simple, justement, très simple à interpréter. On a, comme dans la situation que je vous montrais précédemment, une hypogamma-globulinémie isolée à 300 g par litre, très très suspecte. On fait l'immunofixation, on trouve une chaîne légère lambda, qui est bien une chaîne légère lambda libre. On a des antisérums spécifiques de la lambda libre pour immunofixer. Et ensuite, quand on fait le dosage, on a un excès unilatéral de chaîne légère lambda avec un ratio ABC. Et on va mesurer un truc qui s'appelle la DFLC en jargon franglais. La différentielle chaîne légère impliquée moins chaîne légère non impliquée. Et ça va donner un taux qui est censé refléter le taux de la monoclonale et va servir au suivi sous traitement. Donc c'est ce que je vous ai représenté là. Alors là non plus, je vous rassure, je ne rentre surtout pas dans les détails, mais il y a actuellement 3 méthodes de dosage automatisées disponibles en France pour faire le dosage des chaînes légères libres dans le sérum. Et elles sont très différentes entre elles. C'est un peu comme l'IRM ou l'échographie. Donc ça ne va pas donner les mêmes résultats. Les valeurs de référence sont proches mais sensiblement différentes. Et ça peut poser des petits soucis. C'est-à-dire qu'évidemment, si un patient qui est diagnostiqué est dosé avec une technique, il faut tout le long de son traitement qu'il soit suivi avec la même technique. Donc les limites du dosage des chaînes légères libres, elles sont nombreuses. En fait, il faut bien en avoir conscience. Et du coup, c'est un dosage qui ne doit jamais être fait tout seul. Je vous ai dit, c'est plus sensible. Donc on se dit, on va directement au truc le plus sensible, c'est vachement mieux. Non, parce que... D'abord, donc je vous le disais, il y a plusieurs techniques. On a des valeurs différentes selon la technique pour le même patient. On peut passer le patient en électrophorèse. Par chance, il a un pic de chaîne légère libre mesurable, par exemple à 1 g par litre. On va le passer avec une première technique. On va trouver 10 000 mg par litre. Ça voudrait dire qu'il aurait un pic à 10 grammes, ce qui n'existe pas. La deuxième technique va donner 900 et la troisième 450. Donc en fait, ce n'est pas quantitatif. Ce n'est pas quantitatif parce que chaque monoclonale est une protéine différente et ce n'est pas fait pour doser des monoclonales, en fait c'est fait pour doser des polyclonales. Ensuite, il y a beaucoup de pièges et de difficultés analytiques qui concernent strictement la petite salade du biologiste, mais il faut bien qu'il en ait conscience quand il les interprète, parce que ça peut donner des résultats faussement négatifs.
Ensuite, c'est évident, c'est un raisonnement indirect pour le diagnostic de monoclonalité. Quand je vous montre une immunofixation avec une bande, c'est clair, c'est net, ça ne souffre pas d'ambiguïté. Les valeurs, les interprétations de ratios et de taux, c'est toujours ambigu, et en particulier parce qu'on est très fréquemment perturbé par l'insuffisance rénale. Une toute petite diminution de l'excrétion rénale peut perturber le dosage. Alors voilà un exemple avec un patient ici dosé par 2 techniques différentes. Ici, il a un très léger excès de lambda avec un ratio très légèrement abaissé. Et dans l'autre technique, les 2 chaînes légères sont augmentées et le ratio est normal. Alors il y a plus de lambda que dans la première technique, mais en même temps le ratio est normal. Or, normalement, pour faire le diagnostic, en fait, comme dirait Thibault, pour faire le diagnostic, il faut avoir les 2, le taux qui est augmenté et le ratio qui va dans le même sens. Donc c'est délicat. Et surtout, ne jamais doser dans l'urine. Ne pas imaginer que ça puisse apporter quoi que ce soit. Voilà, donc en résumé, vous, cardiologues, en cas de suspicion, vous prescrivez au minimum, au strict minimum, l'électrophorèse, l'immunofixation et le dosage des chaînes légères libres. Encore une fois, aucun ne peut être interprété isolément, il faut vraiment les 3. Et au mieux, ça évite, m'a dit Thibault, de faire revenir le patient. Tant qu'il est là, on lui prend son pipi. Alors si on ne peut pas faire le recueil des urines de 24 heures, qui est un petit peu compliqué, on peut se contenter d'un échantillon, ça marche quand même des fois, pour rechercher la protéinurie de Ben Jones et, si possible, typer la protéinurie. Et surtout, on précise au biologiste, c'est très sympa pour lui, que c'est une suspicion d'amylose, parce qu'il va avoir l'œil particulièrement affûté sur l'interprétation de ces examens. Voilà. Et pour finir, juste une petite note. Vous le savez, les gammapathies monoclonales, ça augmente avec l'âge. Des gammapathies découvertes fortuites, c'est très fréquent après 50 ans. Le fait qu'un patient ait une gammapathie monoclonale et une amylose avérée, ça ne veut pas dire que l'un est responsable de l'autre. Mais ça, on vous l'a déjà dit et ma collègue va vous réexpliquer. C'est vraiment la biopsie, c'est l'immunohistochimie, le marquage des dépôts qui permet de prouver que l'amylose est bien due à la gammapathie et que ce ne sont pas 2 découvertes fortuites concomitantes. Voilà, merci. Et en fait, je crois que j'ai tenu. On prend 3 minutes pour les questions tout de même. Oui. Moi, j'en ai trouvé une déjà, c'était parfait pour le cardiologue que je suis, mais... Oui, je te disais que c'était vraiment parfait, c'était clair, bien détaillé. Question, à partir du moment où tu fais... jusqu'à présent, je croyais que la recherche de la protéinurie de Ben Jones, ça permettait d'être sûr et certain qu'on n'avait pas loupé un phénomène plasmatique. Mais si tu fais l'immunofixation et que tu as une anomalie clonale, tu vas toujours l'avoir. Dans ce cas-là, à quoi te sert la protéinurie de Ben Jones? En dehors du fait d'analyser une protéinurie. Justement, la biologie, c'est toujours taquin. Il nous est arrivé d'avoir des chaînes légères libres monoclonales augmentées dans le sérum et de ne pas voir la protéine de Ben Jones. Et aussi l'inverse, c'est-à-dire d'avoir les 3 examens dans le sérum normaux ou sans être normaux, éventuellement, les chaînes légères libres kappa et lambda un peu augmentées sans anomalie du ratio et de voir la protéinurie de Ben Jones. C'est pour ça qu'on aime bien avoir tout. Ceinture motel, quoi. Oui, une question toute simple. Quel est le coût de ces 3 ou 4 différents dosages? Alors, le plus cher... Peut-il être fait en ville avec un remboursement complet pour le patient? Le plus cher et celui qui n'est pas remboursé, c'est le dosage des chaînes légères libres, justement. L'électrophorèse, je crois que c'est de l'ordre de 16 €, ça vaut rien. L'immunofixation, je ne sais plus trop bien, mais je crois que c'est autour de 50 €. Les chaînes légères libres, c'est 150 pour les 2, puisque forcément on fait les 2. Et c'est encore en BHN, malheureusement. Et la Ben Jones, ça doit être à peu près comme l'immunofixation. On peut avoir une amylose AL avec juste une gammapathie sans véritable myélome. Ah oui, tout à fait. Le myélome, en fait, c'est rare finalement. On a des myélomes avec l'amylose AL, mais souvent ce sont vraiment 2 maladies différentes. La chaîne légère libre amyloïdogène ne veut pas dire que la cellule qui la produit est déjà transformée, est déjà néoplasique. Ça n'a rien à voir. C'est 2 pathogénies différentes. Dans un cas, la cellule devient maligne, elle envahit, elle fait les lésions osseuses. Et puis dans l'autre cas, même à une petite quantité de production de chaînes légères libres, si elle a les propriétés physico-chimiques adaptées, elle va se déposer dans les tissus.
Et on peut en avoir aussi de l'amylose dans les LLC? Oui, pourquoi pas. Mais bon, je ne pense pas que ça soit la grande majorité de nos cas. D'accord. Une question pratique. Cette semaine, on a eu un cas où souvent on essaie de faire le plus vite possible. On prévoit la scintigraphie, on prévoit la biologie et la recherche des chaînes légères. Et là, on a eu très rapidement un diagnostic de myélome qui a été fait. Donc pour le coup, on a annulé la scintigraphie osseuse que nous n'avions que pour lundi prochain. Est-ce qu'on a bien fait de l'annuler? Est-ce qu'il faut la faire quand même quand on a un diagnostic? J'ai cru comprendre que oui, d'après ce que disait Thibaut tout à l'heure. L'amylose, ça se suspecte, d'après ce que j'ai compris, sur des signes cardiaques en particulier. Donc, on peut avoir un myélome et une amylose. Donc, je pense que c'est pas annulé si la suspicion, elle est forte de... Là, on est sûr que c'est une AL. Est-ce qu'on fait quand même le... En fait, dans notre expérience, c'est peut-être parce que maintenant on a les cas les plus complexes, mais ça nous arrive fréquemment d'avoir un myélome, un vrai myélome avec envahissement, et une amylose qui peut être héréditaire ou wild type, donc avec une atteinte cardiaque, ou une amylose rénale et avec une pathologie cardiaque qui ressemblait en fait et qui était une wild type. Parce que tout arrive chez les mêmes sujets et que par définition, comme à peu près 10% des sujets ont une gammapathie, 7% de ces 10%, comme vous l'a montré Valérie, ont une chaîne légère, en fait on se retrouve avec un certain nombre de wild type qui se baladent avec une chaîne et qui n'est pas forcément en rapport. Bon, nous, c'est une situation rare parce qu'en général, on essaie de voir les patients quand ils arrivent avec déjà la scintigraphie programmée au tout début, mais là, ça s'est passé comme ça, donc il faut quand même la faire. Nous, on l'a fait. Si elle est négative, on est tranquille. Si elle est positive, on se dit est-ce que c'est une AL qui fixe ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Et là, à ce moment-là, on commence à regarder le dossier, l'âge du patient, l'histoire, des canaux carpiens qui se baladent, et puis génétique, etc. Et s'il faut, parce que les conséquences vont être importantes, notamment pour le suivi du patient, c'est-à-dire on peut voir le patient qui se dégrade et puis dire on laisse la chimio, il continue de se dégrader, qu'est-ce qu'il a, etc. Puis en fait, c'est deux maladies différentes, quoi. Non, mais je pense que c'est une question importante. Si quelqu'un a une AL, on lui fait quand même une génétique TT. C'est pas forcément toujours ce qu'on faisait jusqu'à présent. J'ai une toute petite question, peut-être avant de conclure, pratique. Sur quoi on se base? Si on a une immunofixation qui est négative, mais qu'on a un rapport de chaîne légère libre qui est anormal, qu'est-ce qu'on conclut et à partir de quel ratio on dit c'est une gammapathie monoclonale? Par exemple, moi j'ai un cas par exemple d'un rapport kappa sur lambda qui est supérieur à 2, mais avec un taux absolu qui n'est pas très élevé. Est-ce que je peux dire qu'il y a une gammapathie monoclonale ou pas? Alors, théoriquement, il faut les deux, en effet. Il faut le taux d'une des deux chaînes élevé avec le ratio... Tout est toujours une affaire de... S'il n'y a pas d'insuffisance rénale, qu'on a par exemple 30 mg par litre de kappa avec un ratio augmenté, théoriquement, c'est qu'il y a un petit peu de chaîne légère libre kappa. Mais quand on est dans des trucs un peu borderline, on est toujours embêté quand même. On est toujours embêté. S'il n'y a pas d'insuffisance rénale sous-jacente, on peut théoriquement conclure à la présence d'un peu de chaîne légère libre kappa. Après, quand il y en a vraiment très 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 peu, est-ce que c'est ça justement qui est en cause? De toute façon, nous, on fait un diagnostic de gammapathie. On va conclure. Le biologiste, il va vous dire. Mais encore une fois, on peut avoir la gammapathie et puis l'amylose à transthyrétine. Et la limite, alors, c'est 2 en positif et en l'inverse, c'est combien? Et ça dépend des kits, les valeurs. Il y a des valeurs de référence qui sont données à chaque fois. Et il faut bien avoir conscience que il y a une reproductibilité plus ou moins grande des dosages. Si je passe 3 fois l'échantillon du patient, je ne vais pas avoir 3 fois exactement la même valeur. D'où le manque d'intérêt de regarder le chiffre après la virgule. Enfin, de toute façon, on demande aux hématos et puis c'est eux qui jugent, je pense. Chaque situation est différente et le biologiste, normalement, il conclut son examen. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est que Valérie nous a appris beaucoup de choses et elle continue de nous apprendre beaucoup de choses, et c'est l'interaction avec les immunobiologistes aussi. C'est-à-dire qu'il faut elle est spécialisée dans l'interprétation de ces techniques et c'est pas si simple effectivement que ça. Et on a malheureusement perdu comme ça un patient où on attendait, on n'était pas clair, et le temps qu'on fasse la protéomique et tout ça, en fait il avait une véritable amylose à elle et il est décédé. Donc il y a la logique, il y a la clinique aussi, la gravité du patient, etc. Et le déroulé de l'historique, c'est-à-dire le déroulé des examens dans le temps, où malheureusement quand on voit que le patient se dégrade et qu'il a une amylose à elle et qu'on n'arrive pas à avancer ou autre, il ne faut pas non plus... faut peut-être traiter en attendant les résultats. Ça nous arrive rarement de le faire, mais ça nous arrive sans preuve encore histologique formelle. Mais
Dans l'amylose AL, de toute façon, c'est ce que on rebondissait avec Nicolas, il faut une preuve histologique. Dans l'amylose AL, il faut une preuve histologique, sans vouloir faire la transition avec le topo, mais c'est pas forcément aussi simple que ça, et on voit que finalement tout examen a une limite en fait. Et c'est la multidisciplinarité de la gestion de ce patient qui permet d'avancer et d'interpréter correctement les examens. À quel moment c'est le myélogramme intervient dans cette évaluation? À quel moment le myélogramme intervient dans cette évaluation? Lorsque le diagnostic de gammapathie est porté, pour éliminer le myélome, s'il y a une suspicion. Et dans les cas douteux, le fait de faire le myélogramme qui permet de Le myélogramme, non. Le myélogramme, il dit si c'est malin ou si c'est encore bénin, puisque en fait la gammapathie de signification indéterminée, on sait bien que dans un délai qui peut aller de 3 ans à 50 ans, elle va se transformer, ou plus, elle va inéluctablement évoluer. Le myélogramme, c'est juste ça. Le taux de plasmocytes permet de classer en myélome avéré, myélome indolent, pas de myélome. Voilà. Donc quand on a une gammapathie, systématiquement on fait un myélogramme et un Non, pas systématiquement, parce qu'une toute petite gammapathie... si on faisait des myélogrammes à tous les patients qui ont des pics à 2 grammes par litre, je pense qu'on engorgerait ça, complètement. tu parles dans le cas général, en fait. Dans le cas général, oui. Là, si on part dans l'amylose cardiaque et qu'il y a une gammapathie, on va quand même avoir tendance à leur faire tous un myllogramme. Donc c'est déjà, tu vois, un sous-groupe de patients. Et après, effectivement, c'est ce fameux 10% qui nous perturbe beaucoup. S'il y a plus de 10% de plasmocytes dystrophiques, à ce moment-là, on va parler de myélome. Mais il y a 2 différents myélomes. Il y a le myélome indolent où il n'y aura jamais d'atteinte osseuse, qui sont généralement entre 10 et 20%. Et puis il y a les vrais myélomes agressifs que les hématologues nous ont enseignés, où là, il va y avoir des atteintes osseuses, etc. Et un gros taux de plasmocytes dystrophiques. Et en fait, ce myélome indolent, finalement, ça pose aucun problème. Et le pronostic, il est à la gammapathie et à l'amylose associée. Mais là, les hématologues nous montrent bien, en fait, c'est où tu vas aspirer ta moelle, tu vas tomber dans un endroit où il y en a, où il n'y en a pas. Enfin, donc tu as des variations même de la mesure de l'examen. Donc il y a des analyses génotypiques qui sont faites à Toulouse d'ailleurs pour mesurer s'il y a des mutations qui vont permettre d'avoir une fiche, technique de fiche, de voir aussi s'il y a du pronostic. Mais le myllogramme, il est indispensable effectivement chez nos patients. Et d'autant plus si tu as des plasmocytes dystrophiques, un grand nombre, tu sais qu'il va falloir intervenir. Alors ça ne va pas donner quel est le diagnostic, ça ne va pas dire que c'est une amylose AL, mais ça va effectivement orienter vers un myélome. Et là va se poser la question du traitement.